Maintenant, on va s'intéresser aux notions de matrice de décision et de code à correction d'erreurs. Donc, si on regarde le cas multiclasse, le cas où on a des modèles qui prennent des décisions selon plusieurs classes, parce que jusqu'à présent, on a vu des modèles à deux classes, la formalisation avec vote pondéré ressemble à ceci. C'est-à-dire que dans le fond, on a une décision d'ensemble pour la classe I ici, qui correspond à la somme sur tous les modèles selon l'indice J, avec le poids associé à la classe I et le modèle J. Donc, on a une pondération qui peut possiblement varier selon les classes, selon les modèles, et la décision du modèle J pour la classe I qui est donnée par HJI pour X. Donc, si on regarde ça, on peut dire que, dans le fond, pour notre ensemble ici, on peut prendre toutes les WIJ et les mettre dans une grosse matrice W, donc un W majuscule en gras. Ça, c'est ce qu'on appelle notre matrice de décision, qui va nous donner les poids associés à chacun de nos modèles. Donc, si on fait, par exemple, le classement 1 contre tous avec un ensemble, mais là, généralement, on faisait déjà des ensembles. On se rappelle, l'approche 1 contre tous, c'est de dire qu'on a, on a un modèle par classe. Dans le fond, on a des modèles de décision binaire. Chacun des modèles est entraîné à dire si ça vient de la classe ou non qui lui est associé. Si on a 4 classes, on a 4 modèles. Le modèle qui dit si c'est de la classe 1, oui ou non. L'autre qui dit que c'est la classe 2, oui ou non, et ainsi de suite. Donc, on faisait déjà des ensembles pour prendre des décisions selon plusieurs classes avec des modèles de décision binaire. Bien, avec donc 4 classes, on a un ensemble qui comporte 4 modèles. Et la matrice de décision équivalente, c'est celle-ci, c'est de dire que finalement, on a plus 1, on a 1 sur la diagonale ici, et on a 0 ailleurs. Parce que si on regarde ça individuellement, on voit qu'on va dire, bien, pour le premier cas, ça va être plus 1 pour la classe 1 et moins 1 pour la classe 2, 3, 4, parce que c'est du 1 versus les autres. Et ainsi de suite pour la classe 2, et ainsi de suite pour la classe 3, etc. Donc, on peut représenter dans notre matrice de décision le modèle 1 contre tous, assez aisément. Donc, il peut y avoir cependant de l'ambiguïté lorsqu'il y a une mauvaise décision d'un classifieur de base, à savoir que s'il y a un modèle dans les 4, par exemple ici, ou du moins dans les cas en général, qui se trompe, mais là, il va y avoir une ambiguïté parce qu'il va y avoir pour 2 classes un HI qui va être égal à 0. Puis ça, ben, c'est-à-dire qu'on ne sera pas certain entre les 2 classes laquelle est la bonne parce que le modèle il a voté pour une autre classe, puis c'est ça. Puis possiblement qu'il y a un autre modèle aussi qui a voté différemment. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que la similarité est trop élevée. Là. Il y a une faible distance de Hamming entre nos modèles, dans le sens au niveau de la carte de décision, là, à savoir qu'on a plus 1, moins 1, moins 1, moins 1. Si on regarde ça, la différence dans les décisions varie seulement de 2. À savoir que, si par exemple on regarde ça ici, on peut dire qu'entre les deux modèles, modèle 1 et 2, il y a la première ligne et la deuxième ligne qui varient. Ça veut dire qu'on a 2 modifications, mais le reste, les 2 autres décisions sont les mêmes. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même assez peu de différence parce que le classifieur 1 et 2 ont la même approche par rapport aux classes 3 et 4. Elles vont rejeter les classes 3 et 4. Elles vont considérer que c'est la classe négative, pas les rejeter, mais les assigner finalement à la classe négative. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller plus loin. On peut avoir vraiment, comme dans les approches de décision par paire, qu'on a vu aussi dans des semaines précédentes, c'est de dire que là, finalement, nos modèles sont spécialisés entre 2 classes. Ils vont apprendre à séparer 2 classes, la classe 1 contre 2, 3 contre 5, par exemple, etc. Puis, on va avoir un certain nombre de modèles. Donc, par exemple, avec 4 classes, le nombre de paires possibles est de 6. Ça nous prend les 6 paires pour pouvoir prendre la décision. Et là, dans ce cas-ci, on aurait une matrice de décision qui ressemblerait à ça. C'est d'avoir 6 modèles. Donc, les 6 modèles, chaque modèle correspond à une colonne. Il veut dire que pour le premier modèle, on va essayer de différencier la classe 1 de la classe 2. Le positif, c'est la classe 1, le négatif, c'est la classe 2. Puis les données des classes 3 et 4 sont ignorées. On n'est pas entraîné là-dessus. Donc, le modèle peut prendre une décision, mais elle n'est pas importante, elle n'est pas pertinente par rapport à ce qu'il doit traiter. Similairement, la deuxième modèle ici, ce serait 1 contre 3.
Le troisième ici, ce serait 1 contre 4. Après ça, ce serait 2 versus 3, 2 versus 4, 3 versus 4. Fait qu'on va énumérer ça. Fait que là, on a 6 paires différentes, 6 classifieurs entraînés sur ces paires-là. Et donc, le fait d'avoir un WIJ égal à 0, c'est qu'on va tout simplement ignorer la décision du modèle pour ces classes-là parce qu'il n'est pas entraîné là-dessus. C'est le classifieur 1 qui est entraîné sur 1 versus 2 ne doit pas avoir de valeur pour 3 et 4 parce que ce n'est pas pertinent. Donc, dans ce cas-ci, une erreur du classifieur de base n'implique pas nécessairement une ambiguïté. Parce que c'est ça, s'il prend une décision d'assigner une donnée de la classe 3 à la classe 2, ben, c'est pas utilisé. Normalement, ça ne devrait pas être utilisé parce que, justement, pour le classifieur 1 n'a jamais eu à gérer la classe 3. Et il va prendre une certaine décision, puis notre modèle doit être quand même robuste à ça. Parce qu'il s'avère qu'ailleurs, pour notre classe 3, on a 2 modèles, le modèle 2 et le modèle 4, donc 3 modèles et le modèle 6. En fait, on a 3 modèles qui ont été entraînés sur la classe 3. Fait qu'eux, on va utiliser leur décision pour la classe 3 en conséquence, puis on va ignorer les 3 autres qui ont une valeur de 0, qui n'ont pas été entraînés là-dessus. Ce qu'il faut voir ici, c'est que la valeur de L croît quadratiquement selon K, à savoir que si on a un L moindrement large, vu qu'on a quelque chose comme K fois K moins 1 divisé par 2 modèles de base, ça peut venir quand même assez coûteux, assez costaud de gérer décision par paire, étant donné l'explosion combinatoire à laquelle on s'expose. Donc, on peut généraliser aussi l'approche en parlant de cas de correction d'erreur. Dans le fond, si on pourrait dire, bien là, on va définir des codes, mais pas nécessairement selon une approche 1 contre tous, ni une approche décision par paire, mais selon un certain encodage, un encodage qui va être robuste et qui va être approprié pour un modèle avec un certain nombre de membres, avec L membres préétablis. Puis là, lorsqu'on veut faire des approches de cas de correction d'erreur, on va vouloir maximiser la distance de la ligne entre les lignes. Je vais vous expliquer. Donc, les approches de cas de correction d'erreur, c'est de dire que, dans le fond, avec K-classe, il y a l'équivalent de 2 puissance K moins 1 problème à 2 classes différentes. Donc, pour des cas moindrement élevés, lorsqu'on dépasse 2, 3, ça devient rapidement très gros. Il y a vraiment un grand nombre de combinaisons possibles. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est de construire finalement un ensemble avec des classifieurs entraînés selon différents codes. Donc, un code pour un classifieur, c'est de dire ces données-là sont assignées à la classe positive. Ces classes-là correspondent à l'ensemble de classes positives. Ces classes-ci correspondent à l'ensemble des classes négatives. On a un modèle binaire qui tend à séparer un groupe de classes d'un autre groupe de classes par rapport à nos instances. Puis là, la façon de mesurer la diversité de nos discriminants, c'est de comparer les colonnes. Est-ce que nos colonnes sont très similaires, oui ou non? Puis le but, c'est d'avoir des colonnes qui sont le plus différentes possible. Donc, l'idée, c'est que si on a un ensemble suffisamment grand par rapport au nombre de classes, bien, il va y avoir de la redondance. Puis là, on va avoir la capacité d'être robuste au fait qu'un membre se trompe ou même 2 membres se trompent. S'ils se trompent, mais si on a suffisamment de membres pour compenser, on va être capable d'être robuste à ces erreurs-là parce que notre code va nous permettre de retrouver le bon classifieur. Un exemple, puis ça, c'est juste un exemple, puis il n'y a pas de méthode que je connais qui permette de monter à tout coup la matrice. Il y a plusieurs matrices valides, puis on peut avoir des heuristiques, des approches un peu ad hoc pour les construire, puis c'est correct. Donc, avec l'équivalent de 4 classes, mais de 9 classifieurs, on voit ici qu'il y a 4 lignes, 9 colonnes, on a la matrice qui suit. Ce que ça fait, par exemple, on peut voir pour le premier modèle, le modèle 1, on a l'équivalent de 4 contre les autres. On dit l'ensemble des classes positives, c'est la classe 4, et l'ensemble des classes négatives, c'est les classes 1, 2, 3. On peut avoir d'autres modèles comme celui-là ici, où là, c'est plutôt 2 et 3 versus 1 et 4. Ou le modèle ici qui est plutôt 1 et 3 versus 2 et 4. Donc là, on voit qu'on a différentes combinaisons comme ça. Donc, en dessous, le modèle est binaire, mais il va gérer un agglomérat de plusieurs classes pour les positifs et les négatifs. Puis là, ce qui est intéressant de faire ici, c'est de construire notre matrice
afin de maximiser la distance de Hamming. La distance de Hamming, c'est tout simplement entre des vecteurs de bits, ou du moins des vecteurs de valeurs. Ici, vous voyez nos -1 comme étant des zéros, si vous pensez en termes de bits. C'est le nombre de bits différents entre deux chaînes de bits, ou c'est le nombre de valeurs différentes entre deux chaînes de valeurs plus 1 moins 1. Donc, on veut savoir c'est quoi la distance minimale entre entre chaque paire de lignes, puis on veut que ceci soit maximisé. Si vous regardez ça ici, bien, la distance minimale est de 5. Donc, il y a 5 différences minimalement entre deux lignes. Si par exemple, on prend la ligne ici et celle-là ici, donc les deux dernières lignes, on voit qu'il y a une différence, deux différences, c'est pareil, trois différences, quatre différences, cinq différences, six différences. Donc, on voit ici qu'il y a 6 différences entre les lignes 3 et 4. Puis là, on peut faire des calculs. On peut dire, bien, la distance de Hamming minimale est de 5. Donc, ça veut dire qu'il y a une paire de deux lignes qui ont 5 éléments différents. Puis dans ce contexte-là, on va tolérer donc jusqu'à l'équivalent de D moins 1 divisé par 2, valeur inférieure. Donc, si ça va être 5 moins 1 divisé par 2, ça donne 2. Donc, on aurait la capacité de tolérer jusqu'à 2 erreurs. Ça veut dire que dans nos 9 membres, il y en a 2 qui peuvent se tromper sans qu'on se trompe dans la décision finale. C'est quand même intéressant. Ça veut dire que sur 9 membres, on tolère 2 erreurs avant de tomber dans des zones d'ambiguïté où là, on n'est pas capable de déterminer la bonne classe. Puis là, en bout de ligne, on va assigner la décision selon le H-bar qui est maximum. Puis plus encore, si notre valeur de L est moindrement grande, si on normalise la valeur de H-bar entre 0 et 1, on peut interpréter pratiquement le H-bar comme étant une probabilité. Ce serait admissible, ce serait valable de le faire. Parce que c'est comme une question de moyenner finalement les décisions. Donc, on peut assimiler ça à une forme de probabilité. Et donc, les choix des valeurs dans W sont quand même assez arbitraires, mais on voit ici qu'il y a quand même des patrons. Là, cette matrice-là, W, c'est moi qui l'ai composée. Puis, il y a quand même un certain patron dans la construction de celle-ci, surtout pour la première ligne. On voit que c'est entièrement des moins sur les deux derniers qui sont des plus. Plus ça se déplace, mais vous pouvez le voir aussi de l'autre sens, de voir que finalement, c'est comme si on avait 1, 0, 1, 0, 0, 0 ici. Après ça, un équivalent de 0, 1, 0, 0, 1, 1. Donc, si on regarde ça de gauche à droite, c'est comme si on comptait en binaire. Donc, c'est un peu le patron que j'ai fait ici. C'est un patron qui est valide, mais qui n'est pas nécessairement le seul et qui n'est pas nécessairement optimal dans tous les cas.